7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes président de Debout la France, vous êtes député sortant de la 8e circonscription de l'Essonne et puis vous êtes surtout candidat à votre réélection. Vous êtes plutôt serein ? Ah, moi je ne suis jamais serein avant une élection parce que vous savez, il faut convaincre, rien n'est jamais gagné. Et je suis dans une circonscription qui est très particulière, où malheureusement Emmanuel Macron a toujours fait beaucoup plus de voix que Marine Le Pen au second tour. Et c'est plutôt ma personnalité, ou du moins mon travail sur le terrain, comme maire de Hyères pendant des années, et puis comme député, qui permet à chaque fois de justesse de l'emporter. Donc il faut travailler. Vous voyez, j'étais à la gare de Hyères depuis 6h30 ce matin pour rencontrer, distribuer mes tracts. Je n'arrête pas et j'essaye de convaincre mes concitoyens de renouveler leur confiance. Et qu'est-ce qu'on vous dit sur le terrain justement, que vous soyez dans votre circonscription ou ailleurs ? Que vous disent les gens suite à cette dissolution ? Est-ce qu'ils sont surpris ? Est-ce qu'ils sont déconcertés un petit peu ? Est-ce qu'ils sont mobilisés ? Alors c'est très difficile de dire ce que disent les gens. Ce que je retiens, en tout cas, c'est un ras-le-bol d'Emmanuel Macron et de ses gouvernements, qui est ancien, profond, et que les nouvelles postures du président ne changera pas. J'étais sur un marché de Vigneux, ville très populaire de ma circonscription, qui vote France Insoumise à 40%, donc avec 47 nationalités. Ouais. Et vous voyez, il y a un monsieur qui me dit Macron poubelle. Quand il y a un produit est avarié, on le met à la poubelle. Donc ça m'a marqué parce que c'était un monsieur, un Réunionnais, un Antillais, et qui m'a dit ça. Donc il y a un ras-le-bol très profond de la politique suivie depuis longtemps et de la posture présidentielle arrogante. Ça, c'est très net. En revanche, moi je vais être très franc, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est la puissance des médias traditionnels sur les esprits. C'est-à-dire que les Français veulent se débarrasser d'Emmanuel Macron, mais il y a une telle propagande à la télévision et à la radio pour faire peur que je sens en ce moment chez eux une espèce d'interrogation. Ils ont envie de se débarrasser d'Emmanuel Macron, ils ont envie d'essayer autre chose, et notamment Jordan Bardella et la coalition, je dirais, d'Union nationale dans son ampleur. Mais on leur fait tellement peur à la télévision matin, midi et soir que cela produit des effets. Et j'ai vu hier encore sur les marchés des gens me dire extrême droite, comment on va s'en sortir, le chaos. C'est-à-dire que cette propagande, il faut être honnête, elle fonctionne sur les esprits. Ouais. Et il ne faut pas la sous-estimer. Donc il faut contre-attaquer inlassablement et répéter, je crois, ce que je pense, c'est que cette propagande est faite pour interdire aux Français de choisir leur destin. Et c'est toujours la même histoire. Ça date depuis 2005, souvenez-vous du référendum. Ouais. C'est toujours la même histoire. Ça fait 20 ans qu'une classe politique et médiatique interdit la démocratie dans notre pays. C'est impressionnant. Et ça, il faut l'expliquer, le démonter et rappeler inlassablement que le programme aujourd'hui du RN et de Éric Ciotti et de moi-même, il est moins dur que le programme RPR-UDF de Chirac et de Giscard en 86, quoi. Vous avez raison de le préciser. Au nom de quoi cette espèce de peur sur la ville est absurde. Et puis, ce que je dis à mes électeurs, sans cesse, c'est que moi, ce dont j'ai peur, c'est de continuer ce qu'on a fait depuis 20 ans. Ouais. C'est quand même la situation d'aujourd'hui qui fait peur. Et c'est pas nous qui sommes responsables du bilan. C'est-à-dire que ils ont le don, le génie d'inverser les choses. Et là, il faut, je crois, inlassablement se battre pour rétablir la vérité. Alors Nicolas Dupont-Aignan, vous parlez justement des programmes d'Éric Ciotti, de Jordan Bardella. Vous, est-ce que vous avez fait alliance ? Il y avait eu des négociations, etc. Vous en êtes où dans cette union Alors moi, nationale ? c'est un peu ambigu, mais moi, j'ai offert mes services. J'ai retiré 470 candidats de Debout la France. Ah oui. J'ai retiré 470 candidats pour ne pas handicaper la coalition. Et je la soutiens. Voilà. Et puis, j'ai maintenu une centaine de candidats dans des circonscriptions
qui ne pose aucun problème et ne présente aucun risque pour l'Union nationale. Voilà, et j'ai fait office, moi j'ai fait don de ma personne. Voilà. Et je ne peux pas en dire plus. Je crois que ce qui est important, c'est que chacun tire dans le même sens. Et voilà. Ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est que la coalition d'union nationale gagne. Debout la France aura été une fois de plus exemplaire, comme je l'ai été en 2017, le premier à être exemplaire au second tour. Et je pense que Debout la France est exemplaire une fois de plus. Voilà. Après, je crois que tout ça a été très précipité. Et l'objectif de Marine Le Pen, c'était absolument d'avoir l'accord de Ciotti, et que les fidèles partenaires, on n'a pas beaucoup eu le temps d'organiser les choses ensemble. Mais c'est pas grave. Moi, je souhaite que tout aille bien. Je souhaite qu'on gagne, parce que l'intérêt général, l'intérêt supérieur de la nation mérite qu'il y ait un changement de cap. Voilà, le plus vite possible. Ça fait du bien d'entendre ce genre de discours, Nicolas Dupont-Aignan. Nicolas Dupont-Aignan, vous êtes député depuis 97, si je ne me trompe pas. Donc vous avez quelques campagnes déjà. Vous avez une belle expérience, on va dire. On parlait ce matin avec certains de nos invités de la violence d'extrême gauche, de la violence des mots durant cette campagne, les précédentes aussi, mais là particulièrement, les enjeux ne sont pas les mêmes. Ça va très vite. Est-ce que vous avez le sentiment qu'au fil du temps, la façon de faire de la politique sur le terrain, mais même sur le terrain médiatique, a changé, a évolué? Est-ce que vous trouvez que la politique aujourd'hui est devenue beaucoup plus violente? Alors, moi, je vais vous dire, si on prend historiquement, depuis un siècle, la politique redevient ce qu'elle était, parce qu'il y avait une violence très forte avant. Simplement, elle s'était un peu endormie, la politique. Et donc, qu'il y ait des mots forts, ça ne me gêne pas. Ce qui me gêne, et ce qui est nouveau, c'est le refus du suffrage universel de la part d'une extrême gauche qui, n'arrivant pas à convaincre, n'a que la menace et la violence pour s'en sortir. Et ça, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu... dans la vie politique, souvenez-vous des discours à l'Assemblée entre Clémenceau, Jules Ferry, machin, etc. Si vous regardez l'histoire, souvenez-vous, dans les banlieues parisiennes, entre Charles Pasqua et les communistes, c'était quasiment à la barre de fer. Donc c'était violent. Mais il n'y avait pas ce refus du suffrage universel. Il y avait la violence des blocs pour conquérir le suffrage. Mais à la fin, tout le monde s'inclinait sur le suffrage du peuple. Tandis que ce qui me choque et révoltant aujourd'hui, c'est cette extrême gauche bien pensante qui a irrigué toute la gauche et qui dénie au peuple français le droit de choisir son destin. Et ce que vous avez vu hier, j'ai vu un extrait d'un proviseur d'établissement sur BFM qui expliquait, un proviseur d'établissement, qui expliquait qu'il n'appliquerait pas la politique du rassemblement, de la coalition d'union nationale si elle gagnait. Mais vous vous rendez compte? Et avez-vous vu ce qui est très grave, l'appel du syndicat de la magistrature? L'appel du syndicat de la magistrature qui rentre en politique et qui dit qu'il n'appliquera pas les lois votées par le Parlement. Donc, si vous voulez, ce qui est très grave et ce qui est nouveau, c'est ce refus d'une gauche d'appliquer les lois au nom de pseudo-valeurs républicaines qui... que nous partageons les valeurs républicaines, il n'y a aucune raison, ils n'en ont pas le monopole. C'est insupportable. Et ça marche parce que c'est aidé par les médias. Et hier, j'ai regardé, parce que j'étais rentré un peu plus tôt exceptionnellement dimanche, et j'étais interviewé sur France 24, et avant que je sois interviewé, il y avait un reportage absolument ahurissant expliquant que le RN, c'était la fin du droit des femmes, par des gens qui sont les complices des islamistes. Mais c'est révoltant. Et comment peut-on accepter qu'une alliance d'une extrême gauche intelligente, roublarde, malhonnête, et de médias malhonnêtes puisse à ce point faire peur aux Français? Et quand on regardait France 24 hier soir à 21h, on avait l'impression que dans toute la France, il y avait des manifestations des femmes contre l'horrible politique sexiste de la coalition nationale. Or, c'est totalement faux. Et c'est au contraire cette extrême gauche qui, en se couchant devant les islamistes,
est en train d'enfermer les femmes. Mais c'est monstrueux. Donc, moi, je suis très choqué par ça. Et c'est là où nous ne devons rien lâcher. Et c'est là où on vous remercie d'exister. Merci. Alors justement, sur ces appels à la désobéissance, à ne pas appliquer la politique de l'Union nationale ou son programme en cours, ce sont des effets d'annonce. C'est de la théorie tout ça, parce que dans les faits, ces gens ne pourront pas s'opposer radicalement à la politique de la droite. Attention, il y a deux choses. D'abord, ils le font pourquoi ? Ils le font pour créer un climat de chaos et pour faire peur aux électeurs. Ouais. Moi, j'ai des électeurs, hier, sur les marchés, qui m'ont dit « On a voté Bardella aux européennes, mais là, on ne va pas voter aux législatives parce qu'on a peur que ça crée une guerre civile et il va y avoir des troubles et on ne veut pas de troubles, etc. » Donc, l'objectif de ces manifs, c'est de faire peur à un électorat inquiet, souvent âgé, qui se dit « Si je vais au bout de mon choix, il va y avoir des troubles en retour et je ne veux pas de ça. » Donc, c'est très malin de leur part. C'est de créer un climat malsain. Même si, au fond d'eux-mêmes, ils savent une fois que si, par bonheur, la majorité absolue était donnée à l'Union nationale, ils se coucheraient tout de suite. Bon. Mais ils veulent faire peur, c'est tout. Donc, c'est une volonté de créer un climat anxiogène pour induire un réflexe conservateur de repli sur les candidats macronistes. Voilà. Nicolas Dupont-Aignan, il y a donc cette lutte contre le bloc de gauche, le nouveau Front populaire. S'il s'avère que les derniers sondages sont vrais, que le nouveau Front populaire acquiert, je crois, 200 et quelques sièges, parce que pour l'instant, c'est ce qui se profile, quelles seraient les conséquences d'un tel résultat ? Moi, je vais vous dire ce qui se prépare. Il se prépare une alliance objective entre le Front populaire et Emmanuel Macron. Et je crois que le piège est là. Alors, je n'ai aucune information personnelle, mais moi, je vois bien ce qui est en train de se préparer, avec un François Hollande Premier ministre. C'est ça qui nous prépare. Ah, vous pensez ? Ah oui. Vous verrez que si nous n'avons pas la majorité absolue, et il faut la majorité absolue pour l'entente nationale, l'Union nationale, c'est pour ça que moi, je mets de côté les égos, je mets de côté les frustrations, je mets de côté les malentendus, et je le dis à tous les électeurs patriotes, voilà, il y a un moment, il faut savoir ce qui est en jeu, c'est la France. Bon. Et c'est pour ça que Debout la France soutient l'Union nationale, même si au départ, elle n'a pas été associée, parce que ça va de soi. Il faut soutenir. Parce que moi, je crains, à la fin, que si on n'a pas la majorité absolue, vous verrez, ils vont se réconcilier sur le dos des Français. Et ça, je le crains. Alors, je sais que je suis peut-être le seul à le craindre, mais voilà pourquoi je pense que Jordan Bardella a eu raison de dire il faut la majorité absolue. Il faut vous mobiliser. Il n'y aurait rien de pire qui manque 20 députés. Voilà. Ouais, bien sûr. Il n'y aurait rien de pire. Voilà pourquoi il faut vraiment mettre ses égos de côté et il faut tous se battre pour l'Union nationale. C'est vital. Vous avez raison de le rappeler, en fait, que cette hypothèse est possible parce que finalement, tout le monde fait un focus à droite comme à gauche sur une alliance, en tout cas sur Jordan Bardella, Premier ministre, mais on exclut totalement l'hypothèse de cette fameuse alliance avec la gauche. Est-ce que vous pensez que, parce qu'on entend, ça monte un petit peu cette petite musique, alors au départ on y croyait moyennement, de même qu'on n'a pas cru à la dissolution au départ, mais à la démission d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'à un moment donné, quelque chose le forcera à démissionner ? Moi, j'y crois pas du tout, mais je peux me tromper. Donc, j'ai toujours cru à la dissolution. Je me souviens l'avoir dit à l'Assemblée nationale il y a 3 semaines à Marine Le Pen en lui disant « il va dissoudre ». Mais je me suis totalement trompé sur le moment. Je pensais qu'il organiserait la dissolution début septembre si les Jeux Olympiques se passaient bien. Bon, Je me suis totalement trompé sur le moment de la dissolution, mais je m'avais pas tort sur la dissolution parce que cet homme est trop orgueilleux pour supporter de ne pas avoir les pouvoirs pendant 3 ans encore. Donc j'étais sûr qu'il organiserait la dissolution, mais je me suis trompé sur le moment. Sur la démission, je ne le crois pas. Je ne le crois pas pour 2 raisons, mais je peux me tromper encore. Je ne le crois pas parce que d'abord, moi, je n'appellerai pas à la démission dans la mesure où je pense que si nous voulons accéder au pouvoir durablement, nous devons respecter les institutions.
Et je pense que là, il faut être clair. Et deuxièmement, je ne le crois pas parce que je pense que l'homme, il était attaché à son siège et qu'il ne se rend pas compte de son impopularité et que malgré tout, il restera comme une moule à son rocher jusqu'en 2027. Maintenant, tout peut arriver. Je n'en sais rien et je ne suis pas Madame Soleil. Bon, alors il y a cet avenir Avec incertain. sa boule de cristal. Cet avenir incertain. Et puis, il y a les conséquences de ces scrutins des législatives, le 30 juin et le 7 juillet, conséquences de l'extrême gauche, toujours, ces appels à l'insurrection, aux émeutes. Il y a notamment, alors ça n'a rien à voir, mais ça arrive vraiment à un moment un petit peu stratégique quand même, l'appel à la manifestation en hommage à Naël, qui aura lieu, si ça se tient, samedi 29, donc la veille du scrutin des législatives. Est-ce que ce ne sont pas les prémices d'un mouvement quasi certain, mais en tout cas d'émeutes, de manifestations permanentes après? Non, je vois que vous n'y croyez pas trop. Alors, encore une fois, c'est une stratégie délibérée, électorale, pour faire peur à 2, 3, 4% de l'électorat qui hésite et leur faire croire que si l'Union nationale, Ciotti, Bardella et autres l'emportent, ce sera des troubles. Moi, je ne veux pas rentrer là-dedans. Bien sûr qu'il y en aura, mais vous savez, il ne faut pas céder à la peur. Et ce sera minoritaire, ultra minoritaire. Mais bien évidemment, comme tout changement, eh bien, cela suscitera peut-être des réactions. Mais moi, je crois que, contrairement à ce qu'on pense, c'est une minorité agissante. Et cette minorité agissante, elle rentrera à la niche si nous gagnons. Donc, il ne faut pas céder à ça. Et il ne faut pas grossir le trait comme le font les médias du système. Ils grossissent le trait pour, encore une fois, dissuader les électeurs d'aller au bout de leur choix. Parce qu'en vérité, derrière tout ça, il y a quoi? Est-ce qu'on veut traiter le problème de l'insécurité en France? Est-ce qu'on veut traiter le problème de l'immigration? Est-ce qu'on veut traiter le problème des charges sociales et de la production en France? Est-ce qu'on veut traiter le problème de la reconstruction des services publics? Est-ce qu'on veut traiter le problème de l'indépendance du pays, de sa souveraineté? Voilà les vraies questions. Prenons de la hauteur. Moi, je dis toujours sur les marchés, écoutez, vous vous plaignez que les problèmes ne soient pas traités depuis 20 ans. Vous avez l'occasion d'avoir une équipe raisonnable qui veut les traiter et avec une alliance que je demande depuis 20 ans. J'ai été le premier à franchir le pas. Mais le choix, il est évident. C'est maintenant. On ne va pas attendre 3 ans. Donc, je crois qu'il faut reprendre un peu de hauteur et dire aux Français, voilà, maintenant vous avez le choix entre les mains, ce que vous voulez pour la France. N'attendez pas la présidentielle. Moi, j'ai eu une phrase qui a peut-être froissé les uns ou les autres, mais c'est une période d'essai. Oui. Une période d'essai, c'est formidable pour essayer. Faut pas avoir peur. Voilà, on peut avoir un bon gouvernement qui commence à résoudre les problèmes. Bien sûr, il ne pourra pas tout faire. Mais si déjà le cap du bateau change et qu'on évite l'iceberg, si le Titanic change de direction avant qu'il soit trop tard, alors évidemment, je sais qu'il y a tous ceux qui veulent la perfection d'un jour ou l'autre, qui diront oui, mais on n'aura pas tous les pouvoirs, oui, mais il y aura Macron, il y aura le Conseil constitutionnel, il y aura l'Europe. Oui, bien sûr. Mais si déjà on évite que le Titanic rentre dans l'iceberg en changeant de cap quand il est temps, mais ça sera déjà formidable, on aura sauvé une première fois le pays. Et puis on préparera la présidentielle, et à la présidentielle, un choix essentiel, plus complet, se fera. Ouais. Chaque chose en son temps. Là, on a l'occasion d'interrompre une politique dramatique et on a l'occasion de mettre le pied à l'étrier d'une nouvelle équipe. Faisons-le, sans avoir peur. Voilà, il faut arrêter ce cinéma. Oui, donc vous déconstruisez l'idée que cette dissolution soit aussi un piège tendu à Jordan Bardella, qui serait qui serait nommé Premier ministre à un moment un peu stratégique, ça le décrédibiliserait pour la suite, etc. Ça, c'est un piège, oui. C'est sûr. Mais dans la vie, c'est à nous de l'éviter. Et je dis à Marine Le Pen et à Jordan Bardella, élargissez les choses, regroupez tous les patriotes, ne restez pas bloqués sur des histoires anciennes. Il faut ouvrir les bras à tout le monde, il faut rassembler. Voilà, c'est très important. Il faut élargir, élargir. Il faut le grand pardon. Voilà, les Français attendent de Jordan Bardella
qu'il ait un gouvernement le plus large possible, le plus expérimenté possible, le plus sage possible, pour montrer qu'on peut gouverner intelligemment dans une période qui va être extrêmement difficile. Et il faut dire tout de suite aux Français qu'on ne pourra pas tout faire. Oui. Ça, ils ont on ne commencé pourra à le tout dire. faire que quand il y a un président de la République du même bord. Ouais. Ça sera une période de transition. Mais on n'a pas le choix. On ne va pas refuser le pouvoir parce que c'est dur. C'est absurde. Oui, bien sûr. Nicolas Dupont-Aignan, c'est parce que c'est dur qu'il faut y aller. On poursuit cet entretien juste après le bulletin d'actualité. Il est 9h et on se retrouve juste après. Il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Nicolas Dupont-Aignan, juste avant cette petite pause, vous évoquiez cet appel au Rassemblement national à ne pas rester bloqué sur des histoires anciennes, au grand pardon, etc. Est-ce que c'était une référence aussi à ce qui s'est passé entre le Rassemblement national et Éric Zemmour ? Oui, c'est une référence à tout ce qui s'est passé auparavant. C'est d'ouvrir, d'avoir la coalition la plus large possible. Alors après, moi, je veux pas rentrer dans les histoires de personne, ça m'intéresse pas. Mais là, c'est le pays qui est en jeu. Et ce qui est sûr, c'est qu'il faut deux choses. Il faut la majorité absolue. Donc, pour avoir la majorité absolue, ça se joue parfois à 0,5%. Donc, il faut rassembler tout le monde. Mais vraiment, pas faire semblant. Ouais. Il faut rassembler tout le monde. Et puis ensuite, pour gouverner dans une situation extrêmement dure, il faut mettre tout le monde autour de la table. Parce que sinon ça ne marchera pas. Et ça, je pense qu'il n'y a pas assez la culture chez nous, globalement à droite, de cela, alors que vous avez remarqué que la gauche est extrêmement douée pour s'entretuer avant les élections et en 3 jours faire un programme commun et partager les circonscriptions. Oui. Voilà, la gauche là-dessus a des leçons à nous donner. Parce que je crois que c'est important. Et moi, ma hantise, c'est qu'il nous manque 20 sièges pour avoir la majorité absolue et qu'on se retrouve encore avec 3 ans de perdu pour la France. Ouais. Tout le reste est de la littérature. Tout le reste est de la littérature. Voilà. Donc moi, je me bats dans ma circonscription pour rassembler. Je me bats. Et puis, il y a des patriotes de gauche qu'il faut appeler aussi. Il faut s'adresser à tous les Français. Voilà. Nicolas Dupont-Aignan, vous parliez de cet écart, en fait, ce grand écart entre ce que dit la presse et ce que pensent les Français, en gros. Ce week-end, je suivais Julien Audoul dans Lyon durant sa campagne, et il y a quelque chose qui j'avoue, m'a frappé, c'est ce décalage total entre, bon, en vrai, on le sait, mais entre Paris et les petits villages, en fait. Les problèmes qui ne sont pas du tout les mêmes, aucun lien entre... Ils ne connaissent pas le nouveau Front populaire, par exemple, vous voyez. Ils parlent de candidats, ils parlent de problèmes locaux, ils parlent de choses qui nous échappent totalement, finalement. Alors, il y a un problème, effectivement, vis-à-vis de la presse qui, elle, ne relaie que des problèmes globaux, très politiques, vraiment la politique aérie même. Mais vous, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez aussi ? Est-ce que... est-ce que vous parliez tout à l'heure du décalage avec les médias ? Est-ce qu'il n'y a pas un décalage aussi entre les politiques peut-être un peu plus préoccupés même par des choses qui de surface, qui devraient peut-être davantage s'intéresser à ce qui se passe sur le terrain ? C'est évident. Et moi, vous savez, si je suis réélu, je sais pas, j'espère que ça continuera. Si je suis réélu depuis un certain nombre d'années, c'est parce que je suis sur le terrain. Donc, et c'est peut-être pour ça aussi que je m'exprime un peu différemment au plan national. Oui. C'est ma petite différence. Mais ce qui me frappe le plus, et je pense que le décalage médiatique est lié à ça, c'est l'archipel français décrit par notre ami Jérôme Fourquet. Oui. J'arrive plus à prononcer le mot tellement je suis fatigué. L'archipel français, c'est-à-dire, en fait, la communauté nationale est totalement éclatée. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à voir entre Paris et la banlieue. Moi, je suis à 20 km de Paris, c'est un autre monde. Il n'y a rien à voir dans ma circonscription même entre l'embourgeoisement et la boboisation de certaines villes et ce qui se passe de populaire à Vigneux. Entre Brunois et Vigneux, c'est à 5 km, 2 villes de ma circonscription qui étaient homogènes. Vigneux était toujours populaire, communiste, Brunois plus conservateur. Mais aujourd'hui, à 5 km d'écart, ce sont des mondes totalement différents. Ouais. Une différence colossale entre l'Île-de-France et le reste du pays. Une différence colossale entre les métropoles boboisées, étudiantes,
et les zones rurales abandonnées. Et ça prouve que c'est un pays qui est en train de partir, d'exploser en vol. Et tout mon objectif, et ce qui m'intéresserait, et ce qui m'intéresse, c'est de reconstruire une vraie politique d'aménagement du territoire. Si on ne le fait pas, la perte d'emploi, de richesse, de la moitié du territoire français va aboutir à un drame. Et si vous réfléchissez au-delà de l'idéologie des journalistes, où 90% sont de gauche, je pense que si les médias français sont si éloignés des réalités du pays, c'est parce que tous les médias sont concentrés dans les arrondissements centraux de Paris. Vous n'avez pas ça en Italie, vous n'avez pas ça en Allemagne, vous n'avez pas ça aux États-Unis, où il y a des médias différents selon les zones. À Rome, c'est différent de Milan, de Naples, à Berlin, c'est pas la même chose qu'à Francfort, etc. À Paris, tout est centralisé. Donc les médias parisiens vivent dans l'entre-soi et ne voient pas les problèmes de désertification, le manque de médecins, ce que vivent les Français. Et je pense qu'il ne s'agit pas de dire tous les médias sont méchants, c'est idiot. Il s'agit de comprendre pourquoi l'entre-soi fonctionne et pourquoi le système politique et médiatique est totalement indifférent au sort des Français les plus modestes, au sort des Français ruraux, au sort de tous ceux qui sont victimes d'une mondialisation abominable. Est-ce que c'est aussi ce qui explique ce décalage, l'abstention et le désintéressement des Français pour la politique ? Oui, bien sûr. Moi, je vais vous dire ce qui me fait le plus de peine, peut-être, dans cette campagne. J'étais encore hier à Vigneux, dans un bar, et j'ai un monsieur qui m'a dit « Mais moi, je ne vote plus, vous ne changerez rien. Je suis écœuré. » Et ce sont des gens qui pourraient voter pour nous. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus du tout voter pour Macron, ils ne veulent plus du tout, ils ne croient pas du tout, ils ont très bien compris l'escroquerie de l'extrême gauche et de la gauche, mais ils pourraient voter pour nous, mais ils ne votent pas pour nous. Parce qu'ils ont perdu leur carte d'électeur, parce qu'ils n'y croient plus, parce que, attention à ne pas édulcorer trop nos mesures, parce qu'ils attendent un changement. Et donc, il faut certes mettre de l'eau dans notre vin, je dirais, dans le calendrier de nos mesures. C'est-à-dire expliquer qu'on ne pourra pas tout faire tout de suite. Mais en revanche, il ne faut pas mettre trop de l'eau dans notre vin sur la fermeté de nos mesures. Je pense par exemple au contrôle des frontières, je pense à des choses comme cela, où il faut être très ferme et se dire peut-être qu'on ne fera pas tout en même temps, mais en revanche, on le fera, et on est déterminé à le faire. Parce qu'en ce moment, il y a une petite musique qu'utilisent nos adversaires, qui est de dire bon, ne votez pas coalition de l'Union nationale, ils ont déjà abandonné la moitié de leur programme. Et ça, c'est dangereux. Alors justement, sur ces petits renoncements, on va appeler ça comme ça, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Parce qu'il y a eu plusieurs déclarations du Rassemblement national, la dernière étant celle de Sébastien Chenu sur l'abattage rituel. C'est-à-dire qu'ils reviennent quand même sur certaines mesures. Il y a aussi ce qu'ils projettent pour plus tard, parce que effectivement le calendrier fait qu'ils ne pourront pas tout appliquer immédiatement. Donc il n'y a pas que des renoncements, il y a aussi des décalages temporels. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, sur justement ce sentiment de renoncer à tout ? Je pense que c'est faux, parce que il y a des délais à mettre en œuvre. Mais simplement, il faut l'expliquer. Voilà. Donc je pense que ils ont raison de renoncer à certaines choses et de dire très clairement qu'on ne le fera pas tout de suite ou qu'on ne le fera pas du tout. Mais il faut clarifier vite. Et j'attends beaucoup de la conférence de presse de 11h qui doit permettre de clarifier le cap. Parce qu'il y a eu trop peut-être un moment d'aller-retour. Donc, il faut être clair, la retraite à 60 ans tout de suite, c'est impossible financièrement. Donc, il faut le dire, mais il faut dire qu'on ne renonce pas à l'objectif des 60 ans pour ceux qui ont travaillé dur. Et ça, je pense que maintenant, c'est clair. Il y a, sur l'abattage rituel, je pense qu'il y a une grande inquiétude dans les milieux religieux. Et ça, je l'ai noté. Et je pense que là, Sébastien Chenu a eu raison de dire stop. Voilà, c'est pas la priorité absolue. On peut le faire après, on peut réfléchir, on peut le faire en liaison avec les cultes, on peut trouver une solution de compromis, mais on va pas l'imposer parce qu'il y a une peur viscérale. Ça, il a eu raison. Après, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas une accumulation de paroles désordonnées des uns des autres, et il faut rappeler surtout ce qu'on veut faire tout de suite. La baisse du prix de l'électricité, qui est possible parce qu'on s'aligne sur les prix d'EDF et qu'il n'y a pas de lézard là-dessus, ne plus obéir à la Commission de Bruxelles n'importe comment parce que ça ne peut pas durer, prendre des mesures pour la sécurité rapidement. Enfin, il y a quantité de choses à faire, il y a suffisamment de choses à faire pour ne pas se disputer sur ce qui devra être décalé. Mais il faut clarifier les choses, c'est impératif.
Alors, quelles sont les priorités là, de cette union nationale? Pour moi, les priorités sont claires. On les connaît toutes. Remplir le porte-monnaie des Français quand ça ne coûte pas à l'État. Mm. C'est l'exemple de la tarification de l'électricité où il suffit de sortir du marché européen et du tarif européen de l'électricité pour baisser de moitié le tarif de l'électricité. Ça, faut le faire tout de suite. Le Portugal et l'Espagne l'ont fait. C'est pas. Il faut absolument à terme faire la TVA à 0% sur produits sans première nécessité pour soulager les plus modestes. Il faut baisser la TVA sur l'essence. C'est impératif. Ça, c'est des mesures immédiates. Et puis, parallèlement, il faut rétablir l'ordre, c'est-à-dire construire les places de prison, utiliser les casernes désaffectées, mettre en place les peines planchées, expulser les délinquants étrangers. Ça peut se faire rapidement. Ça, ce sont des choses qui peuvent se faire rapidement. Et puis, il faut s'attaquer au gaspillage. J'ai écrit un livre où va le pognon, les fausses cartes vitales, les retraites versées à l'étranger, parce qu'il faut financer toutes les mesures. Donc, ça, je pense que c'est jouable rapidement. Rapidement, on peut vraiment donner un cap différent au pays. Nicolas Dupont-Aignan, on n'a pas beaucoup parlé de l'effet qu'a eu cette dissolution dans votre activité, dans l'activité des députés, parce qu'en fait, en coulisses, une fois que vous avez appris ça, comment ça se passe? C'est-à-dire que vous êtes en plein travaux, vous avez des projets, il y a quand même des propositions de loi. Tout s'arrête, nous sommes dissous. Le terme est bon, le dissolution. Moi, ça ne m'était jamais arrivé. Parce que d'habitude, le mandat se termine, donc on est toujours député, là on n'est plus rien, c'est fini. On dépose un petit bouquet pour le 18 juin, mais pas en tant que député. C'est pas grave, on est dissous, on n'existe plus d'un coup. Alors la bonne nouvelle, je vais vous dire, il y a quand même eu une bonne nouvelle dans tout ça. C'est que la loi sur la fin de vie est décalée. Ah oui, bon. Ah oui. Bon, voilà, il y a un miracle qui est arrivé. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais donc ça veut dire que tout ce que vous aviez entrepris, tout ce sur quoi vous avez travaillé, vous allez... c'est pas grave, ça reprendra. Écoutez, ceux qui seront réélus reprendront leurs travaux. Nous sommes là que par la volonté du peuple. Moi, j'ai toujours considéré que mon mandat était toujours provisoire, qu'il pouvait s'interrompre à tout moment. Voilà, ça c'est... Écoutez, il faut que les hommes politiques arrêtent aussi de vouloir la sécurité à tout prix. Moi, j'ai eu la chance d'être réélu beaucoup de fois, je crois pour une simple raison, c'est que j'ai toujours su que c'était transitoire et que je me suis toujours bougé pour convaincre les gens. Voilà, et bon, on verra bien. Vous savez, le sort des députés n'est pas à plaindre. On les a interrompus dans leur mandat, ils se frottent au suffrage universel, ça leur fait beaucoup de bien, ça nous fait tous beaucoup de bien, pour le meilleur et pour le pire, et on verra bien. C'est le peuple qui est là. Hein. Un mot, Nicolas Dupont-Aignan, sur l'avenir d'un parti, en l'occurrence, on a évoqué très rapidement Reconquête tout à l'heure, les Républicains. Il y a eu une fracture énorme au moment où Éric Ciotti a annoncé rejoindre cette alliance. D'un côté, désormais, il y a tout un bureau politique dissident qui présente des candidats de son côté face aux candidats de l'Union nationale. Quel avenir pour les Républicains? Qu'est-ce qui va se passer après les législatives pour vous? Moi, je crois qu'il faut une reconstruction des Républicains. Moi, vous savez, j'ai quitté les Républicains en 2008. Au moment du vote du traité de Lisbonne qui remettait en cause le référendum. Et c'était pas par un référendum, c'était par le Parlement. Donc, pour moi, c'était inacceptable. J'ai appelé ça le coup d'État simplifié. Et en fait, 2008, nous sommes en 2024. Vous imaginez, 16 ans. 16 ans pour qu'en fait, le clivage européen, le clivage mondialiste, clarifie la situation. C'est-à-dire, pendant 16 ans, les Républicains ont continué à dire tout et le contraire de tout. Et c'est pour ça qu'ils ont disparu de la scène politique. S'ils avaient pris leurs responsabilités quand je leur avais demandé, les Républicains seraient toujours un parti gaulliste, patriote, le Rassemblement national serait beaucoup moins important et les Républicains auraient sauvé leur peau. Mais ils n'ont pas compris. Moi, je les ai quittés parce qu'ils étaient incapables de comprendre. Et ce qui est terrible, c'est qu'ils ont mis des années. Quand en 2017, au second tour, j'ai choisi Marine Le Pen, c'était l'évidence. S'ils m'avaient accompagné à l'époque, ils n'en seraient pas là. Donc, en fait, je pense que les Républicains, anciennes méthodes sont terminées. Il y a une partie qui vont rejoindre Emmanuel Macron parce qu'en fait, ils ont les mêmes convictions. Il ne faut pas leur en vouloir. Monsieur Copé, Monsieur Woerth, tous ces gens-là, ils étaient macronistes. Donc, ils sont pour l'Europe supranationale, ils ne croient plus à la nation. Voilà, c'est leur droit. Et puis, il y a une partie de patriotes qui vont rejoindre la coalition avec le Rassemblement national. C'est Éric Ciotti qui a été courageux, et il y en a beaucoup qui vont les rejoindre. Donc, les chapeaux à plumes, les vieux notables, ceux qui sont attachés à leur poste, ils vont aller avec Macron. Et puis, il y a une nouvelle génération
qui va va libérer la France. Ouais. Et moi, je leur tends la main avec Debout la France. Je pense qu'il pourra se passer des réorganisations politiques. Voilà. Mais ça, c'est pour après. Là, il faut sauver le pays déjà. Nicolas Dupont-Aignan, il vous reste 1 minute. Quel message adressez-vous à nos auditeurs, aux Français qui vous écoutent? D'aller convaincre leurs voisins qui ont peur. La peur du changement, la peur, c'est peur sur la ville, là, sur la France. Il faut arrêter. Il n'y a pas de changement sans appréhension. Mais vous savez, avant une opération, on a un peu peur. Mais quand il y a la septicémie, il vaut mieux opérer. Quand on a une tumeur, il faut aller l'opérer. Bien sûr qu'on a peur d'aller à la clinique ou à l'hôpital, parce qu'on se dit, comment ça va se passer? Mais laisser l'abcès purulent dans le corps, c'est pas bon. Ouais. Donc, oui, il peut y avoir une petite frayeur à changer de politique. Mais si on ne change pas, on va mourir. Donc moi, je préfère prendre le risque d'un changement plutôt que de crever. Voilà, c'est tout simple. Eh bien écoutez, ce sera votre conclusion. Merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc président de Debout la France, député sortant et candidat à votre élection dans la 8e circonscription de l'Essonne. Bon courage pour ces derniers jours de campagne. Merci à vous. Reposez-vous quand même un petit peu. Ça va, on se reposera après. Allez. Et à très bientôt.